Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Hier soir, au Sénat, s'est passé un événement qu'on commence à commenter ce matin, qui est important. Et c'était peut-être un revers pour le gouvernement, sûrement. Vous allez me dire ce que vous en pensez. De quoi s'agit-il ? Bien, le Sénat a refusé toute hausse des taxes sur l'électricité. Le Sénat, qui majoritairement soutient Michel Barnier. Est-ce un revers pour le gouvernement ? Non, c'est pas un revers pour le gouvernement, puisque Michel Barnier l'a dit lui-même. Il a mis sur la table un budget qui a été construit en 15 jours. Ce budget, il est soumis à une discussion parlementaire et on veut aller jusqu'au bout de la discussion parlementaire. Et on est ouvert à des évolutions. Je corrigeais un point peut-être, Monsieur Bourdin, juste pour dire que le Sénat n'a pas refusé d'augmentation de la taxe sur l'électricité. Il a remis cette taxe au niveau d'avant-crise. En revanche, il n'a pas voté l'augmentation au-delà du niveau d'avant-crise. Il n'a pas voté ce que voulait le gouvernement, soyons clairs, ce qu'a présenté le gouvernement. La hausse des taxes. Si, il a voté une hausse des taxes, mais qui ne va pas au-delà de niveau d'avant-crise. C'est bien d'être précis, parce que sur l'augmentation qui était prévue de 6 milliards d'euros, il a voté une augmentation de 3 milliards d'euros. Cette décision, elle n'est pas nouvelle, puisque tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale... Il a voté une augmentation, vous êtes sûr de ça ? Oui, de 3 milliards d'euros, vous êtes certaine de cela ? Aujourd'hui, la taxe de l'électricité est à 22 euros. Il a voté le retour au niveau d'avant-crise. Vous savez qu'on avait un bouclier énergétique, donc ça revient à 36 euros. En revanche, il n'a pas voté l'article qui donnait la faculté au gouvernement d'aller au-delà. Voilà, d'aller au-delà. C'est donc un revers pour le gouvernement, pardon. Le gouvernement voulait aller au-delà, le Sénat a dit non. Le gouvernement se donnait la possibilité d'aller au-delà. C'est comme ça que c'est écrit. Oui, et par ailleurs, Jean-Jacques Bourdin, en précision, tous les partis, tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale avaient voté la même chose. Et d'ailleurs, ma famille politique portait cette vision-là. Donc on sait que c'est un sujet de débat du budget sur lequel il faut travailler. Du gouvernement, notamment de Michel Barnier. Pardon de vous le répéter, mais c'est la réalité. En revanche, le Sénat a augmenté la hausse sur le gaz, des taxes sur le gaz. Et ça rapportera 1,2 milliard d'euros. C'est bien cela. Alors, le Sénat a augmenté la taxe sur le gaz. En fait, il finance une partie de ce qu'aurait dû rapporter l'augmentation de la taxe sur l'électricité par une petite augmentation de la taxe sur le gaz. Le chiffrage d'1,2 milliard est probablement un petit peu surévalué. C'est pas moi qui le donne, c'est le Sénat. Je vous le dis, puisque je suis ministre de l'énergie. Et ça correspond d'ailleurs à un débat que nous avions eu, y compris au sein du gouvernement, comme étant une possibilité, puisque moi je rappelle ma position sur cette question de la taxation de l'électricité. Revenir au niveau d'avant-crise, c'est quelque chose auquel toutes les entreprises sont préparées. Ça permet de baisser la facture des Français, parce que le coût de fourniture de l'électricité sur les marchés internationaux, je rentre pas dans le détail, c'est technique, mais a baissé, donc la facture des Français allait baisser. Aller au-delà pouvait nous mettre en risque par rapport à 3 choses. Première chose, le pouvoir d'achat des Français. Aller trop au-delà. Deuxième chose, la compétitivité des entreprises, puisque les entreprises françaises sont en compétition avec les entreprises, par exemple, allemandes, belges, espagnoles, italiennes, qui n'ont pas les mêmes niveaux de taxes. Et troisième chose, la question de la transition écologique. Il faut que se chauffer au gaz reste plus cher que se chauffer à l'électricité, si effectivement le prix du gaz est supérieur à celui de l'électricité. Oui, même si les entreprises françaises paient leur électricité plus cher que les entreprises allemandes. Non, ce n'est pas exact aujourd'hui. Les entreprises françaises payent leur électricité moins cher que les entreprises allemandes. Est-ce qu'on va manquer d'électricité cet hiver ou pas ? Non, on ne va pas manquer d'électricité. On est même à un niveau de production inédit qui fait que nous avons exporté plus que jamais à l'international. Nous avons battu notre record d'exportation d'électricité le 13 novembre dernier.
Bien. Autre sujet qui vous concerne directement dans ces discussions budgétaires, les véhicules électriques et les aides à la vente de véhicules électriques. Les aides sont en baisse, puisqu'on va passer pour des ménages modestes, 50% des ménages, de 7 000 à 4 000 euros, c'est bien cela? Tout à fait. Dans le projet de budget, 7 000 à 4 000 euros. Est-ce que vous le regrettez? Alors, vous le savez, on doit faire des efforts budgétaires. Donc, j'ai fait des efforts sur la transition écologique. Les efforts budgétaires, ils sont pour tous les périmètres ministériels. Ils sont pour la santé, ils sont pour les armées, ils sont pour la sécurité, ils sont pour l'éducation nationale, qui sont aussi des priorités de notre gouvernement. Donc, nous faisons en sorte de mettre l'argent là où il a le plus d'impact. Et effectivement, nous faisons des efforts budgétaires, pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce que si nous voulons continuer à emprunter de l'argent pour financer notre dette, il faut que la qualité de notre budget soit suffisante pour pouvoir continuer à emprunter. C'est essentiel. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va payer plus d'intérêts, et payer plus d'intérêts, c'est moins d'argent à consacrer aux services publics, ou plus d'impôts pour pouvoir financer ces augmentations de taux d'intérêt. Oui. Et c'est pas une vue de l'esprit, Monsieur Jourdain. C'est pas une vue de l'esprit, puisque notre taux d'intérêt ne cesse d'augmenter. Alors, petit à petit, mais aujourd'hui, nous avons un taux d'intérêt qui est grosso modo celui de la Grèce, c'est-à-dire que la qualité de notre signature, de la confiance que les prêteurs font à la France, s'est dégradée. Donc, nous ne voulons pas que ça continue à se dégrader. Le risque est grand, là, aujourd'hui? Oui, parce que... Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le risque majeur aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher? Le risque, c'est la défiance des marchés. Le risque, c'est la défiance des prêteurs. La défiance des marchés? Eh bien, ça veut dire qu'ils nous demandent beaucoup plus d'argent pour accepter de nous prêter. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est déjà arrivé en Italie, en Espagne, en Grèce. Nous sommes dans la situation de la Grèce? Et même en France. Est-ce que je ne dis pas que nous sommes dans la situation de la Grèce. Je dis simplement que si nous voulons, et ça concerne tous les Français, je veux dire, c'est pas la question de l'avenir du gouvernement, ça, c'est anecdotique, ça concerne tous les Français. Si nous voulons continuer à payer des intérêts qui soient limités, nous devons faire preuve de sérieux sur nos finances publiques. Mais c'est comme quand vous allez demander un prêt à la banque. Si vous ne faites pas la démonstration que vous êtes capable de rembourser, la banque ne vous prête pas. Donc, si vous montrez que vous êtes un peu serré aux entournures, la banque vous fait un prêt à des conditions moins favorables que si vous démontrez que vous êtes à l'aise. Le marché pourrait ne plus prêter. Ça veut dire que le marché pourrait augmenter les taux d'intérêt, et à chaque fois que ça augmente de 0,1%, ce qui est ridicule, ce qui est tout petit, c'est 3 milliards d'euros que nous devons payer. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors pourquoi est-ce que Michel Barnier recule ici ou là sur la rigueur budgétaire? C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait à la demande d'un coup des anciens de Gabriel Attal, un autre coup de Laurent Wauquiez, une troisième fois du Rassemblement National, une quatrième fois... Je n'ai pas vu ça exactement, Jacques Bourdin. Non, mais moi j'ai vu ça. Parce que vous n'avez peut-être pas vu qu'il y a aussi eu des compléments de baisse de dépenses qui ont été faites. Par exemple, les collectivités territoriales. Jean-Jacques Bourdin, il y a eu aussi des efforts complémentaires. Nous avons passé... par amendement gouvernemental, 5 milliards de baisse de dépenses complémentaires. On n'en parle pas de ça. Ces efforts-là, moi, je les vois dans mon budget. On est toujours à 60 milliards? Il faut voir l'atterrissage de la copie, puisque nous ne sommes pas au bout de la discussion budgétaire. Bon, nous ne sommes pas au bout. Mais l'objectif... Nous ne sommes pas au bout de la discussion budgétaire. Oui. Vous le savez, l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir un déficit qui soit aux alentours de 5%. Et ce qui est très important, c'est de conserver la confiance des Français, de montrer qu'on fait le travail. Alors Agnès Pannier-Runacher, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce qu'il faut réduire les allègements des cotisations patronales? Eh bien, moi, je le dis très, très clairement, j'appartiens à une famille politique auquel je suis fidèle, qui s'appelle Ensemble pour la République, et qui effectivement est inquiète sur ce sujet-là, du niveau de taxes qu'on veut faire sur les... On ne réduit pas ces allègements, on est bien d'accord. C'est ce que vous demandez. Moi, je soutiens ma famille politique qui dit qu'il faut réduire la facture sur ce sujet-là. Pourquoi ?
parce que c'est de l'emploi qui est derrière, parce que c'est la rémunération des Français, réduire la facture, et parce que ça veut il faut dire renoncer à des allègements. Renoncer à une partie des allègements. Renoncer à des allègements. Encore une fois, vous reculez. Je ne suis pas d'accord avec ça. Budgétaire. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que nous sommes dans une économie dans laquelle à chaque fois que vous créez de l'emploi, ça rapporte des charges sociales et ça rapporte de l'impôt sur les sociétés au budget. Donc, c'est pas juste des dépenses. C'est aussi notre potentiel de création de richesse qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'il y a des réglages fins à faire et que sur ce sujet-là, nous sommes le parti qui avons toujours soutenu l'emploi. Nous pensons qu'avoir accès à un emploi, c'est la meilleure façon d'avoir du revenu, du pouvoir d'achat, de pouvoir aussi vivre dignement et de ne pas dépendre de prestations sociales qui sont très importantes. Mais personne ne veut dépendre de prestations sociales. Les gens veulent avoir un emploi, et un emploi qui soit correctement rémunéré. Et c'est pour ça que c'est important. Et les Français en ont assez de cet imbroglio politique. Agnès Pannier-Runacher, on les entend, ils le disent. Dites-moi, si Michel Barnier tombe, c'est le chaos ou pas? C'est quoi? Alors... S'il tombe, si la censure est votée la semaine prochaine, tiens, sur le budget de la sécurité sociale, que se passe-t-il? C'est le chaos? Moi, j'alerte sur le sujet de le signal que ça envoie à ceux qui nous prêtent de l'argent aujourd'hui. Et ça, voilà. On ne peut l'ignorer. Donc c'est le chaos financier. C'est le chaos financier. Jean-Jacques Bourdin, si je peux aller jusqu'au bout, aucun groupe politique ne pourra dire qu'il ne savait pas. Donc chacun est face à ses responsabilités. Avoir un budget dans un pays, c'est important. C'est pas pour se faire plaisir, là encore. Et c'est tous les Français qui sont concernés. Bien, le Mercosur, hier, débat et vote non contraignant à l'Assemblée nationale, accord Union européenne-Mercosur, la France s'oppose toujours à cet accord de libre-échange. Parfois, il y a des accords de libre-échange qui sont... efficace. Tout à fait. Bien d'accord, Agnès Pannier-Runacher. Tout à fait. Je rappelle que les agriculteurs bénéficient beaucoup de leur capacité à exporter. C'est quasiment un tiers du revenu des agriculteurs, les exportations. Aujourd'hui. Donc, la France serait-elle prête à signer si elle obtient des garanties ? Le sujet que nous avons avec le Mercosur, c'est que c'est un accord qui a été négocié depuis une vingtaine d'années. Oui, exact. Et donc, si vous voulez, il a été négocié à un moment où toutes les problématiques qu'on aborde aujourd'hui, qui sont la question des phytosanitaires, des hormones dans la viande, des conditions dans lesquelles les pays du Mercosur, donc les pays d'Amérique latine, font de l'élevage ou cultivent des produits, tout ça a changé depuis le début de la négociation. Et donc, c'est très difficile d'imaginer qu'on arrive à complètement revoir cet accord dans un sens qui comporterait des clauses miroirs, voire des mesures miroirs fortes. C'est quoi des clauses miroirs? C'est de dire très simplement, si nous en France, on interdit les hormones dans la viande, pas 1 gramme de viande qui comprend des hormones rentre en France. C'est ça une clause miroir. Et c'est de se donner les moyens de vérifier la viande qui rentre en France et de se donner les moyens de sanctionner. Pour l'instant, il y a un nouveau round de négociations entre l'Union européenne et le Mercosur à Brasilia. Tout à fait. En ce moment, pendant que à l'Assemblée nationale, on dit non au Mercosur. Bien. Mais moi, je rappelle une chose, Jean-Jacques Bourdin. Ça fait 7 ans que le président de la République et les gouvernements successifs s'opposent à cet accord parce qu'ils n'intègrent pas cette notion. Donc ils vont continuer à s'y opposer. Donc non seulement nous continuons à nous y opposer, mais nous ne sommes pas seuls. Moi j'ai entendu le ministre de l'Agriculture italien dire qu'il qu'il ne soutenait pas l'accord du Mercosur. La Pologne n'est pas en soutien de l'accord du Mercosur. Ce n'est pas juste aujourd'hui un sujet français. Nous travaillons avec d'autres pays. Lesquels? Je viens de les citer, l'Italie notamment. Non mais l'Italie, la Pologne, oui, mais d'autres pays. C'est beaucoup, ça représente plus de 150 millions de la population européenne, c'est 1/3 des Européens. Ce n'est pas rien. Alors, puisque vous parliez du Mercosur et de ce qui se fait ailleurs et de ce qui se fait en France, des produits que l'on peut utiliser ailleurs et qu'on ne peut pas utiliser en France, dites-moi, ce qui est autorisé en Europe doit-il être en France? Et je pense par exemple à l'acétamipide, qui est un produit... Mipride, pardon, oui, qui est un produit utilisé par les producteurs de noisettes ou de betteraves à sucre. Est-ce qu'on doit l'autoriser en France ?
Alors, de quoi s'agit-il d'abord? Ce produit, il est utilisé pour tuer des pucerons qui attaquent les cultures, entre autres, pour faire très court. Oui. Mais il tue qui aussi ravagent les cultures. Il tue aussi les abeilles et les pollinisateurs. Il tue aussi les abeilles et les pollinisateurs, qui sont un des facteurs... Donc en Europe, on accepte que les abeilles soient tuées. Tout à fait. Un des facteurs de baisse des rendements de notre agriculture. Premier point. Ce produit, il est soupçonné d'avoir un effet de perturbateur endocrinien et d'être un neurotoxique du développement. Deuxième sujet. Ce produit peut se retrouver dans l'eau potable, par infiltration. Donc c'est évidemment un sujet de santé qui n'est pas à prendre à la légère. Je le dis très directement. Je vous écoute. Donc il continuera à être interdit. Si ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est pour ça que... Il continuera à être interdit ou pas? Monsieur Bourdin, si je peux aller jusqu'au bout à nouveau. Allez-y. Moi, j'attends la réponse. Vous allez avoir la réponse. Ce sujet, il est aujourd'hui proposé par un sénateur dans une proposition de loi. D'accord ? Le gouvernement n'a pas pris position sur cette proposition de loi. Moi, à titre personnel, et pour très bien connaître le sujet, parce que je l'ai travaillé avec les agriculteurs, en cherchant des solutions, en mettant en place des solutions alternatives, notamment sur la betterave. Vous savez que sur la betterave, on avait un risque très élevé. J'ai donné des dérogations sur des produits nouveaux qui permettraient de limiter l'impact de ce puceron sur la betterave. Ça a plutôt bien marché pendant l'année 2024. Et moi, à titre personnel, je suis contre la réintroduction des néonicotinoïdes pour la raison que je vous donne. Vous êtes opposé à cela? À titre personnel. Genevard, ministre de l'Agriculture, dit le contraire. Eh ben c'est pour ça que nous avons deux positions personnelles opposées, très simplement, et c'est à ça qu'a sert un gouvernement et un arbitrage interministériel, c'est d'avoir une position finale. Bien, vous voulez soutenir les agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Comme je soutiens tous les agents qui ont une mission de service public. Je dis ça parce qu'ils sont pris pour cible par les agriculteurs, certains agriculteurs en colère. C'est très regrettable. C'est même, si vous voulez, les agents de l'OFB appliquent la loi que nous faisons. Donc, je crois que si on a des critiques à l'égard de la loi, de la réglementation, il faut s'adresser à ceux qui la font, aux ministres, aux parlementaires. Mais on ne peut pas reprocher à un agent qui a une mission de service public d'exercer cette mission de service public. Que font les agents de l'OFB? Ils sont la police de l'environnement. Donc ils sont comme les policiers municipaux ou nationaux, sauf que leur sujet, c'est la qualité de l'eau et tout ce qui... La qualité de l'eau, la qualité de la biodiversité et tout ce qui pourrait contrevenir à cette qualité. C'est aussi la police de la chasse, au passage. Ce sont notamment les anciens gardes champêtres qui sont aujourd'hui dans cette appellation nouvelle d'Office français de la biodiversité. Donc ils font un travail qui est nécessaire. Et ils contrôlent bien plus souvent les industriels que les agriculteurs. Il faut le savoir, je regardais le nombre de contrôles. Il y a aussi moins d'industriels que d'agriculteurs, donc c'est plus facile. Oui, c'est vrai. J'ai deux dernières questions. Cette COP29... Donc, non, mais moi je vais être très clair. Autant les agriculteurs ont toute latitude pour manifester, autant toute attaque, mais c'est pas seulement ma position, pour le coup, c'est celle du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, c'est celle de la ministre de l'Agriculture, toute attaque qui vise l'intégrité physique de ces agents. Et je parlais par exemple d'un agent dont la voiture a été sabotée, la roue arrière a été dévissée, sont inacceptables. Et nous devons les protéger. Ce sont des agents du service public. J'ai deux dernières questions. La première, COP29, décevante, cette COP29. Franchement décevante. C'est ce que je dis. C'est ce que vous avez dit, oui. J'ai vu 100 milliards par an pour les pays qui sont les premières victimes de la crise climatique. Et ils en voulaient 1300. Paiera qui voudra, ce sont des prêts. Enfin bon, ça n'engage absolument personne. Alors pourquoi? C'est pas tout à fait vrai. D'abord, c'est 300 milliards qui est prévu, pas 100 milliards. Par an. Non, 300 milliards par an. Oui. Il demandait 300 milliards par an. C'est un triplement. Et les 1300 figurent bien dans le texte. Et c'est de l'argent public plus de l'argent privé. Sur ce sujet-là, il ne demandait pas 1300 milliards d'argent public. Mais c'est pas contraignant. Ce n'est pas contraignant, vous le savez bien. C'est tellement contraignant qu'on le fait. C'est-à-dire que l'engagement que nous avons pris à l'accord... Et pourquoi sont-ils tous mécontents alors?
parce qu'ils voulaient plus, mais parce que nous sommes tous confrontés au dérèglement climatique et que, évidemment, il y a une espèce de côté vertigineux de tout ce que nous devons faire. D'abord pour adapter, vous imaginez des pays qui n'ont pas de moyens et qui doivent protéger leur territoire contre des inondations à répétition, contre des sécheresses à répétition et qui sont endettés parce qu'ils n'ont pas de ressources économiques. Pour eux, c'est vertigineux. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et si nous ne voulons pas qu'il y ait des millions de réfugiés climatiques, bien sûr qu'il faut avancer. Bien sûr qu'il faut avancer. Mais nous, ce que nous disons en Européens, c'est que nous prenons nos responsabilités, mais que nous voulons que d'autres pays prennent leurs responsabilités. Qu'il y a des pays, depuis 1990, qui se sont développés à toute vitesse, des pays émergents. On peut penser évidemment à la Chine, à l'Inde, au Brésil, et que ces pays ont toute leur place pour être aussi une partie de la solution. Bien, le Black Friday, débauche de consommation, aucune régulation, 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, l'industrie textile. Vous regrettez ? Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi. Moi, j'agis surtout, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Demain, je mettrai en place l'expérimentation d'un affichage environnemental sur les textiles pour que le consommateur sache quel est le score affichage de chaque... environnemental sur le textile. Exactement. C'est-à-dire que vous allez dans un magasin et vous avez un score environnemental qui est donné pour les articles. Comme pour le logement, quoi. Oui, c'est un peu la même idée, c'est exactement ça. C'est de se dire, tel vêtement, quel est son impact? Ou le Nutri-Score. C'est la même démarche, c'est la même idée, la même démarche. Les consommateurs veulent de l'information. Ils veulent savoir si un vêtement est polluant ou n'est pas polluant. Comment ça va s'appeler? Après, alors ça s'appelle le score environnemental. Score environnemental. Ou le coût environnemental, pour être très précise. Le coût environnemental, c'est un score, c'est-à-dire que vous avez 300 points, 400 points, 500 points. Plus le score est élevé, plus l'impact environnemental du vêtement est important. L'impact environnemental, c'est d'abord la contribution aux émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi, parce que beaucoup de vêtements sont en matière synthétique, le fait que ça relâche des microplastiques qu'on retrouve ensuite dans l'eau potable et dans la mer. C'est encore la question de l'ultra fast fashion. Donc, tous ces éléments sont bien mesurés. On s'appuie sur toute la démarche qui a été faite en européen. On a rajouté 3 critères pour mieux prendre en compte notamment la question des microplastiques. Et ça permettra aux consommateurs de savoir où il met les pieds. On ne dit pas aux consommateurs ce qu'il faut acheter. Mais par contre, on évite qu'ils se fassent balader. Merci Agnès Pannier-Runacher. Merci. Peut-être un gouvernement de compromis après Michel Barnier, non ? Écoutez, moi je ne fais pas de... Gauche socialiste je ne fais pas de politique fiction. Bon, vous ne faites pas de politique fiction. Nous verrons bien. Il est 8h57. Merci d'être avec nous, Patrick Roger, juste après les infos.